Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo de l'année 2023. Je tenais à vous remercier pour vos retours très enthousiastes et extrêmement positifs au sujet de mes deux premières vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous laisserai leur lien en fin de vidéo, mais vous pouvez également les retrouver directement sur mon profil YouTube. À ce sujet, sachez que le fait de vous abonner me soutient énormément, car vous le savez sans doute, les algorithmes sur les réseaux sociaux sont extrêmement complexes à gérer et à comprendre. Néanmoins, vos likes, vos partages, vos commentaires et le fait de vous abonner m'apportent beaucoup de visibilité et soutient extrêmement mon travail, donc n'hésitez pas, si vous l'aimez, à vous abonner. Aujourd'hui, je tenais en ce jour très particulier qui est le 20 mars, donc le jour du printemps qui symbolise le renouveau pour moi, à savoir la renaissance, la naissance, à aborder la thématique de la parentalité, donc la maternité mais également la paternité. Vous allez me dire, la parentalité c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement large et oui, j'en suis totalement consciente, à savoir que la parentalité englobe ne serait-ce que déjà plusieurs temporalités. Est-ce que nous parlons de temporalité au moment où l'enfant est adolescent ou enfant et que nous l'amenons à devenir adulte, ou est-ce que nous parlons de parentalité lors des premières années de vie de notre enfant, ou lorsqu'il est dans le ventre, donc au moment de la grossesse, de ces 3 trimestres, ou en amont, à savoir le simple fait de conceptualiser, de se poser la question de devenir parent et d'avoir un enfant. Sachant que chacune de ces temporalités comporte également plusieurs vécus qui nous sont personnels et qui peuvent parfois nécessiter la présence d'un psychologue. Je pense notamment, pour vous donner ne serait-ce que 3 exemples, au syndrome de dépression postpartum ou à la naissance d'un enfant avec une pathologie, une maladie ou un handicap bien spécifique et auquel on ne s'attend pas forcément, ou au fait de devoir élever son enfant seul, la monoparentalité, ou bien encore le fait que l'enfant ne puisse pas forcément naître ou devoir affronter, réaliser le deuil de son enfant à sa naissance. Ce sont des vécus qui ne sont pas à négliger, qui ne sont pas forcément simples à aborder et qui, à mon sens, nécessiteront des vidéos qui leur seront dédiées à l'avenir sur cette chaîne. Aujourd'hui, je tenais à commencer par peut-être le commencement et donc de manière un petit peu plus large en abordant la question de devenir père, devenir mère. Alors là aussi, vous allez me dire, c'est très large puisque cela peut aborder, questionner les différentes temporalités que nous avons vues précédemment. Et c'est en cela que je trouve très intéressant de pouvoir vous présenter 5 lectures que j'ai pu faire à ce sujet, 5 lectures au format très différent que nous allons découvrir ensemble. Et je vais commencer tout de suite avec J'envisage l'impossible, écrit par Arthur Navellou aux éditions L'Iconoclaste dans la collection L'Iconopop. Alors cette collection, Audrey de la chaîne Audrey le souffle des mots en a beaucoup parlé et m'a donné envie en fait de découvrir cette collection, puisque je n'ai pas forcément d'attrait au premier abord pour la poésie, puisqu'il s'agit là vraiment de poèmes. Ce livre a eu l'effet pour moi d'un coup de cœur à la Circé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que sur le moment j'ai dû m'accrocher, puisque comme je vous le disais, je ne suis pas d'un attrait très fort pour la poésie au premier abord, mais pour le coup c'est un coup de cœur après coup. À savoir qu'aujourd'hui quand j'en reparle et à chaque fois que je m'y replonge finalement, ce livre ramène et ravive en moi une émotion à chaque fois différente. Et c'est très intéressant et à la fois très perturbant comme sensation, donc j'interprète cela comme étant un coup de cœur finalement, mais avec maturation. Le fait de maturer, de mûrir en fait cette réflexion autour de ce livre permet en lui-même de lui donner ce statut de coup de cœur. Ce livre est très pertinent dans le sens où il nous permet l'approche d'un homme à la trentaine qui est sur le point de devenir papa et qui ici va vraiment explorer le domaine de l'intangible, puisque ne serait-ce que par le titre J'envisage l'impossible, il va vraiment explorer cet univers au sein même de son psychisme, de ce qui est de l'ordre de l'intangible, de l'immatériel. J'envisage l'impossible, devenir père, mais de quoi s'agit-il exactement? Comment appréhender au mieux cette question-là, qui reste un vécu extrêmement personnel une fois concrétisé. Et donc c'est l'image aussi de la montgolfière ici présente qui vient matérialiser, qui vient illustrer ce bouillonnement intérieur qui se passe en lui-même, cette exploration s'élever par l'esprit et ce focus sur cette mentalisation, sur cette conceptualisation de l'idée même de devenir père. L'enfant n'est pas là, l'enfant n'est pas encore là, et donc il y a cette question de l'ordre de l'abstrait, de qu'est-ce que cela représente pour moi et comment je l'aborde et qu'est-ce que cela génère comme bouleversement intérieur, comme feu intérieur, le feu de cette montgolfière qui vient monter à la tête et qui prend la tête et qui vient s'élever. On est un petit peu la tête dans les nuages
de par cette conceptualisation qui est extrêmement intéressante et par cette posture d'observateur, encore une fois, où Arthur n'est pas à aucun moment dans le jugement, dans la dénonciation ou dans un discours moralisateur, mais au contraire dans cette approche de questionnement, de constatation et juste d'observation et de qu'est-ce que je peux, voilà, avec quoi je pars comme pensée, avec quoi je pars comme réflexion. Toute cette réflexion autour de cette question-là de devenir père. L'envisager est une chose et puis parfois il s'agit de passer au concret et c'est pourquoi j'ai lu après La météorite d'Amaya Arrazzola aux éditions First, La vie en bulle. Amaya Arrazzola est une autrice espagnole qui vit, l'histoire se déroule à Barcelone. C'est une artiste d'art urbain. En fait, elle réalise des fresques, vous savez, sur les façades des immeubles ou sur les murs de très grandes villes en Espagne, telles que Madrid ou Barcelone. Et nous retrouvons ici ce caractère, ce trait bien spécifique de cette autrice au sein même de ce roman graphique que j'ai à la fois apprécié et qui à la fois m'a un petit peu perturbée. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ici, Amaya Arrazzola s'adresse à son soi du passé afin de pouvoir questionner, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. En effet, ici, elle revient sur sa maternité, donc sur son vécu personnel, où elle avait, comme l'a fait Arthur, envisagé l'impossible. Et en effet, l'impossible, puisque dans le sens où le jour où cela s'est concrétisé, où son enfant est venu au monde, tout a volé, tout son équilibre et tout ce en quoi elle croyait, en quoi elle pensait dur comme fer, s'est écroulé, s'est effondré, tel une météorite qui impacte notre univers, qui impacte la Terre. Ici, ce qui est intéressant de par la métaphore de cette météorite, c'est qu'elle va vraiment y aller dans son langage cru, dans son langage pour parler, évoquer le fait que d'un astre, on passe à désastre quelque part. Et donc cette métaphore de la météorite qui est assez manifeste, assez évocatrice de cet événement-là qui vient bouleverser en fait tout son univers et tout son équilibre et qu'elle va notamment explorer au travers de ce qui avait été anticipé, à savoir par exemple les achats, le fait de vouloir tout acheter, tout préparer, bien comme il faut, au risque de faire des dépenses et des achats inutiles, puisqu'après, une fois l'enfant présent, parfois vous allez avoir acheté un objet, un jouet à 50 € et l'enfant finalement va très bien se satisfaire d'une étiquette qui traîne. Donc, comme quoi ne pas toujours forcément se mettre la pression à ce niveau-là aussi, de vouloir tout anticiper, tout protocoliser, tout préparer, puisque votre enfant sera unique, comme votre situation restera unique, et donc forcément votre vécu ne pourra pas être anticipé à 100%. Et ça, il faut pouvoir lâcher prise sur cette question-là et sur cette obsession de vouloir tout préparer, et puis obsession qui est justifiée de par la pression sociale qui existe aujourd'hui, de par le fait d'avoir une mission top parentalité, il faut tout prévoir, il faut ceci, à 6 mois de grossesse, il faut déjà anticiper la place en crèche de votre enfant. Alors ça, c'est vraiment un concept assez intéressant, je trouve, mais qui quand même pose question. Donc c'est extrêmement percutant. Et puis elle évoque aussi l'influence et l'impact des réseaux sociaux et de l'image que l'on peut envoyer au risque de culpabiliser grandement les futures mères, les futurs parents. Elle évoque notamment cette fameuse dénonciation de Keira Knightley à l'attention de Kate Middleton, où Kate Middleton, après avoir accouché, eh bien quelques heures seulement après son accouchement, s'est exposée au regard des photographes, habillée, maquillée au top de sa forme, sans aucun trait de fatigue, sans aucun trait de douleur marqué ou marquant, et qui du coup témoigne d'une image comme quoi accoucher c'est aussi simple que de poster, de mettre une lettre à la poste. Eh bien non, ici Keira Knightley a été outrée de par ces images à répétition, puisqu'à chaque accouchement c'était la même démonstration d'une famille unie et d'une famille parfaite qui n'a aucun impact émotionnel, qui traverse les épreuves sans s'affaiblir, sans même la moindre charge. Et Keira Knightley qui elle a vécu sa grossesse et qui, voilà, comme tout à chacun, et qui a ressenti la douleur, qui a ressenti la peur, qui a ressenti la fatigue, qui a ressenti ce fameux cet accouchement comme le récit du guerrier, eh bien a été outré de par cette démonstration en public de cet acte qui quelque part dévalorise tout le travail de la femme qui est derrière, et que qui minimise en fait la force de ce que cela peut être pour certaines femmes. Et donc elle vient ici souligner de manière plus générale l'impact en effet des réseaux sociaux et le fait qu'il faut pouvoir
les aborder avec une certaine distance entre ce qui est de l'ordre de ce que l'on montre, de l'image et du beau, et de ce que l'on vit réellement derrière en coulisses. Il y a dans ce livre-là quand même quelque chose qui m'a dérangée, à savoir que ce graphisme auquel je suis sensible en street art, j'aime beaucoup tout ce qui est l'art urbain, qui pour moi vient sublimer parfois un quartier qui peut paraître un petit peu triste, un petit peu gris. Ici, on le retrouve dans cette BD, mais je n'ai pas adhéré en fait à ce graphisme et à cette manière d'écrire qui est assez pareil, qui renvoie vraiment à cette à ce trait de caractère qu'a l'autrice. On retrouve cette symbolique. Néanmoins, je n'ai pas tellement adhéré au graphisme pour deux raisons. Déjà celle en effet que pour moi il y a une différence de format qui fait que autant sur un mur d'une façade ça me paraît ok, autant dans une page d'un livre ça me paraît un peu trop grossier. Et il y a aussi le fait qu'elle illustre souvent la femme nue de son sein avec l'enfant qui tète en permanence. Mais en permanence, on tourne la page, l'enfant est toujours accroché en fusion avec le sein de sa mère. Alors cela m'a quand même un petit peu, je ne sais pas, dérangée. Et c'est assez intéressant d'avoir ressenti cela puisque finalement cela m'amène à cette fameuse question du mécanisme de défense qui peut s'opérer en fait pour les personnes qui ne sont pas encore parents ou qui ne le sont pas, et qui en fait ce mécanisme de défense inconscient va venir en fait se poser et finalement nous mettre à distance de ce qui peut nous déranger, de ce qui peut nous heurter, afin de protéger ce désir éventuel d'un jour avoir un enfant. Et c'est en cela que je vais pouvoir rebondir sur ma troisième lecture, qui est un coup de cœur et qui est le coup de cœur de cette pile à lire, L'œuvre d'une vie, devenir mère de Rachel Cusk, aux éditions de l'Olivier. Ici, il s'agit d'un format plus classique, à savoir sous la forme d'un roman. Alors j'appréhendais beaucoup de me lancer dans cette lecture après ma lecture graphique, puisque comme je vous le disais, j'avais été un petit peu dérangée, j'avais pas forcément accroché au graphisme, et en fait ça a été un véritable coup de cœur. Et comme il n'y a pas de hasard, Rachel commence justement cette histoire-là par le phénomène de surdité, qui est en effet ce fameux mécanisme de défense parfois inconscient que l'on peut avoir, qui est aussi dans les deux sens, puisque parfois, soit nous n'entendons pas et nous refoulons certaines informations au risque de dire un jour « mais pourquoi on ne me l'a jamais dit ?» Mais en fait, on n'avait peut-être pas écouté, tout simplement. Et il y a aussi cette omerta, quelque part, ce phénomène de passer sous silence certaines informations qui peuvent être dures à entendre de ces femmes qui sont aujourd'hui mamans, qui sont devenues mamans et qui, quand on les questionne parce que nous ne le sommes pas, ont tendance un petit peu à minimiser les moments douloureux, à minimiser ou voire même à passer sous silence certains faits difficiles, que ce soit dans le couple ou au sein même de leur corps ou au sein même de la relation avec l'enfant. Alors certes, on les entend parfois râler, se dire je n'ai plus de vie, etc. Mais encore une fois, sans forcément détailler le comment du pourquoi. J'ai un exemple très concret à vous donner d'une amie qui est devenue maman et qui, lors de sa grossesse et de son accouchement, qui a été extrêmement douloureux, extrêmement difficile à mener, je me souviens l'avoir entendu dire « mais alors là c'est terminé chérie, plus d'enfants, c'est terminé, on ne m'y reprendra plus, j'ai extrêmement souffert, je ne veux plus souffrir comme cela, c'est terminé, on m'a déchiré, ils m'ont coupé ceci, cela ». Alors moi j'ai fait preuve pour le coup de ce fameux phénomène de surdité où sur le coup je me suis bien imaginé la scène, au point de, pour ne pas me dégoûter quelque part de l'idée même de devenir un jour mère, je l'ai un petit peu mis sous réserve, mais je l'ai néanmoins bien entendu, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et pour le coup, ce qui m'a extrêmement surprise, c'est qu'un mois après avoir accouché, un mois ou deux, elle est revenue tout sourire en disant « bon, à quand le prochain? Je suis prête, on peut partir sur un troisième enfant ». J'ai été extrêmement surprise parce que je me suis dit « mais alors attends… il y a un mois de ça, tu me disais avoir vraiment une souffrance tellement intolérable qu'il n'était pas envisageable que tu repenses un jour à avoir un deuxième ou troisième enfant. Et aujourd'hui, tu viens… alors, je lui ai posé cette question-là de cette douleur, de cette souffrance qu'elle avait vécue. Et puis, elle m'a dit, mais c'est tout oublié, c'est bon, c'est passé. Comme quoi, il y a bien ce phénomène, je me demande s'il n'y a pas quelque chose au niveau neurologique, au niveau cérébral qui se joue pour permettre justement le maintien de la lignée, le maintien de la production, et donc pour protéger justement l'espèce, de pouvoir protéger aussi la mère de finalement ce vécu qui a été si douloureux, de pouvoir finalement l'amener à
l'oublier quelque part, à le mettre de côté et à compenser par tout ce que cela peut lui apporter au quotidien. Et donc ces livres-là permettent vraiment de ne pas passer sous le silence, mais au contraire d'ouvrir la porte sur cet univers qui apporte joie, certes, mais qui aussi a son lot de difficultés en fonction de votre vécu qui est, encore une fois, très personnel. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. La plume de l'autrice est excellente puisqu'elle s'adresse à vous comme dans une lettre à une amie. Il y a cette douceur de cette lettre que l'on vient découvrir comme une grande sœur qui s'adresse à vous et qui vous fait part de son vécu et de ce témoignage avec douceur, mais sans passer sous silence justement ces événements qui lui ont paru difficiles, parfois voire impossibles justement à surmonter, et pourtant elle aborde le temps de l'accouchement avec cette analogie de la folie, de cette transe en lien avec Natacha de Tolstoï où la femme se retrouve dans une pièce où elle est parfois entourée mais finalement elle seule face à cette détresse, à cette violence de ce qui se joue à l'intérieur même de son corps, et d'où l'analogie de la folie, de la transe, et de voir même du sentiment d'aliénation où cette femme va se heurter contre un mur, contre ces 4 murs, jusqu'au moment du soulagement où enfin elle va accoucher et donner vie à son enfant. Et ça va redescendre, mais ce récit du guerrier, de ce combat intérieur mené avec soi et de cette force, de cette capacité à faire face à la douleur à ce moment-là, malgré parfois les aides médicales bien sûr qui sont mises en œuvre, le fait aussi de devoir finalement lâcher prise à cette idéalisation, cette conceptualisation que nous avions fait de ce temps de l'accouchement, à savoir parfois par voie basse, par voie naturelle, et finalement de ne pas pouvoir le faire et d'être dépendante des bienfaits aussi des approches médicales qui vont venir finalement intervenir aussi dans l'urgence, dans l'importance du moment, aussi pour que cela se passe bien et au mieux pour vous et votre enfant. Ici, Rachel s'était construite autour de la mode, et puis le jour où elle devient maman, eh bien tout s'effondre, tout s'écroule. Qui suis-je finalement? Je ne peux plus exercer mon métier comme je l'entendais, je ne peux plus réaliser mes passions, j'ai un enfant, il faut que je m'en occupe aujourd'hui. Alors qui suis-je? Finalement, tout ce qui faisait de moi mon identité s'écroule, et donc il y a toute cette importance de pouvoir se recréer une nouvelle identité, puisque finalement elle exprime excellemment bien cette ambivalence entre le fait que lorsque je suis mère, eh bien c'est au détriment de mon moi, de mon identité personnelle, et lorsque finalement je m'investis de temps à autre dans cette identité qui me correspond, qui m'est personnelle, eh bien c'est au détriment de mon enfant en fait, et donc de mon identité maternelle, au point de se retrouver à la limite du vide et donc dans ce gouffre qui finalement émotionnellement fait qu'on se retrouve un petit peu le cul entre 2 chaises, et dans cette double identité qui est extrêmement difficile à mener et qui de ce fait amène la nécessité de se construire une nouvelle et même identité en tenant compte du fait d'être mère, d'être père. Et puis elle questionne également, donc de par le fait de finalement de créer cette nouvelle identité, l'importance de se laisser le temps de faire le deuil de son identité, de son soi d'avant. Et il y a une réflexion qui est assez intéressante ici dans cette question du deuil de son soi, où elle exprime excellemment bien la question de finalement, est-ce que le fait de devenir mère, ce n'était pas finalement l'expression inavouable de ma peur de réussir, de ma peur de l'échec, et donc l'occasion, et elle utilise même ce terme-là d'occasion, l'occasion d'abandonner justement cette identité dans laquelle je n'arrivais pas à me réaliser. Alors je m'explique ici, j'ai trouvé cette réflexion très intéressante puisque je me l'étais déjà posée, notamment dans le cadre de l'accompagnement de mes patients, mais aussi que j'ai pu observer dans mon environnement proche, amical, d'observer parfois certaines amies qui ne parviennent pas toujours à se réaliser pleinement, à s'épanouir dans leur identité professionnelle, personnelle, et qui finalement focalisent sur le fait de devenir mère dans l'espoir finalement de se créer et d'exister par le fait d'être mère, et qui finalement peut-être de manière inavouée, encore une fois, voire même inconsciente, l'occasion, comme le dit Rachel, de mettre de côté ce pourquoi finalement on n'y arrive pas par peur de l'échec ou par peur de réussir, et pour finalement nous apporter ce soulagement, cet investissement qui vient de par l'évidence même de devoir s'occuper de son enfant. Et donc j'ai trouvé cela très intéressant comme réflexion. Elle vient donc questionner cette construction de l'identité, ce qui est forcément
nécessaire, puisque comme Amaria le soulignait, dans la météorite, l'arrivée d'un enfant vient percuter, vient bouleverser l'équilibre qui était instauré, et donc avec la nécessité de retrouver un nouvel équilibre, et notamment au sein même du couple, ce qui m'amène à parler de ma 4e lecture, à savoir Année Zéro, qui a été écrit par 4 mains, donc celle d'Anna Roy et de Mademoiselle Caroline aux éditions Delcourt Mirage. Ici, Année Zéro, c'est une BD, un roman graphique, qui permet en fait d'aborder le vécu personnel de Madeleine, 27 ans, qui vit à Paris et qui est en couple. Donc avec son chéri, il décide d'avoir un enfant, et donc cela vient vraiment questionner ce nouvel équilibre qui est nécessaire, puisque l'équilibre qui était instauré entre eux est complètement bouleversé. Ici, c'est très intéressant d'avoir cette approche-là de Madeleine, qui est également soignante, mais pas que, elle est sage-femme. Et donc d'avoir ce regard de la soignante qui est censée être experte et qui accompagne au quotidien des femmes qui deviennent mères, et bien là, il y a ce parallèle avec son propre vécu, le fait de l'expérimenter par elle-même, et finalement de voir combien tous ces principes, toutes ces valeurs auxquelles elle croyait, tout ce fonctionnement et tous ces process qu'elle défend auprès de ses patientes, eh bien viennent s'effondrer face à son propre vécu, face à sa propre histoire, l'allaitement, toute cette pression sociale de par ses amis, de par ses collègues, cododo, portage, et probio, et alors attendez, j'ai même entendu et appris une notion que je ne connaissais pas, à savoir, ça s'appelle la diversification alimentaire menée par l'enfant. Alors ça, voilà tout un concept encore. Et donc, on vient se charger mentalement de toute cette floraison de concepts et de pression sociale, de quoi faire, quoi pas faire pour être dans cette top mission de la parentalité, et qui vient finalement s'exposer à notre réalité, à nos possibilités aussi financières en la matière, à nos besoins. Et donc elle va bénéficier du soutien de ses collègues soignants qui vont chacun lui apporter ses petits conseils et ses remarques, et qui vont lui dire: mais attends Madeleine, mais tu sais très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, mais entre le savoir et le vivre, il y a tout un monde. Et notamment l'approche de l'homme ici dans le couple est extrêmement intéressante. Son conjoint est présent, mais c'est très intéressant de voir cette mise à distance qu'il opère avec ce vécu qui pour lui est extrêmement différent, et ce mécanisme de défense qu'il va opérer, à savoir l'esquive, voire l'évitement, dans sa manière de dire ou de gérer les situations, et dans le soutien qu'il peut apporter à Madeleine, à savoir que parfois, clairement, il refuse ne serait-ce que de couper le cordon ombilical parce qu'il voit ça comme du calamar, par exemple, où il va au contraire être présent auprès de Madeleine, mais de manière très maladroite. Il va la questionner sur le mode négatif, à savoir: je ne dois pas m'inquiéter. Donc forcément, elle lui répond qu'elle gère, de par le fait aussi elle aurait pu lui dire finalement: non, j'ai besoin de toi. Mais non, elle se met en tête qu'il faut absolument qu'elle gère, c'est son métier, et il est là aussi pour le lui rappeler. Mais enfin, de toute façon, c'est pas comme si tu ne t'y connaissais pas en maternité. Et donc quelque part, il lui lègue un petit peu ce fardeau, et donc il y a tout ce sentiment du fait d'être entouré, et pour le coup de se sentir seul aussi parfois au sein même de son couple. Et ça, c'est extrêmement bouleversant, c'est extrêmement prenant de pouvoir aborder cette question-là sans tabou, sans voile au-dessus d'une réalité qui fait que parfois ça va venir exploser dans le couple, parfois ça n'explose pas, mais c'est important de pouvoir dire ce que l'on ressent, autant pour la femme que pour l'homme, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire part à son conjoint de son vécu personnel, de ses difficultés aussi, mais de ce que l'on aimerait, de ses besoins à l'instant T. C'est une lecture qui est très agréable, que j'ai faite en une soirée, et qui est vraiment une petite lecture qui se lit, c'est un petit page turner qui se lit très facilement. Il y a des thématiques qui reviennent dans chacune de ces lectures, notamment la fatigue, voire même l'épuisement, l'effondrement du capital énergétique. Et c'est pourquoi cela me permet de terminer sur ma dernière lecture. Depuis que j'ai un bébé, mes paupières ont déposé le bilan, écrit par Leslie Play aux éditions First Edition, là aussi. Donc je remercie Alice pour ce prêt. Alice qui est une jeune maman de 2 enfants et qui m'a expliqué avoir reçu ce livre-là le jour de la naissance de son fils, me semble-t-il. Et j'ai trouvé cela très intéressant de le notifier ici, puisqu'elle a été très touchée d'avoir ce cadeau-là, également en tant que mère, d'avoir ce cadeau fait à la mère.
puisque souvent là ici on va parler de prévenir le syndrome de dépression postpartum, notamment dans le fait que cela advient notamment lorsque la mère ne se sent plus forcément soutenue, le centre de l'attention comme elle l'était lorsqu'elle portait l'enfant, lorsqu'elle portait la vie en elle, et que là le corps médical, le corps amical et même le conjoint se focalise sur la femme qui devient quelque part sacrée, la mère sacrée qui porte la vie en elle et qui au moment finalement de la naissance de l'enfant, une fois que l'enfant est présent, eh bien l'attention se retrouve focus sur cet enfant et au risque de négliger la mère en fait, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tout le travail qu'elle a donné, tout cet investissement qu'elle a exercé, eh bien le risque est présent et donc toute l'importance de pouvoir témoigner de cette attention et de cette reconnaissance finalement envers la mère également, d'avoir donné la vie aussi, et donc de pouvoir oui, témoigner de cette bienvenue auprès de l'enfant mais aussi auprès de la mère en tant que telle qui est toujours présente et qui a besoin de l'attention de son entourage et de son soutien. J'ai trouvé le format ici de ce livre très intéressant puisque l'autrice l'a abordé un petit peu comme un Instagram quelque part. Vous n'êtes pas obligé de lire ce livre de la première page à la dernière, vous voyez. Il est vraiment présenté comme un Instagram quelque part avec sa publication ici et l'image associée juste ici. Et donc vous pouvez une fois par jour par exemple ouvrir votre livre à n'importe quelle page et découvrir ce qui en est dit. Elle permet de revenir sur tous les sujets que nous avons évoqués ici, donc c'est quelque part un petit peu la synthèse, c'est pourquoi je termine par ce bouquin. Et puis je parle d'Instagram puisqu'elle a lancé en fait cette écriture là de ce livre au moment du challenge Inktober, il s'agit d'un challenge en fait sur Instagram où tout le long du mois d'octobre, les dessinateurs, les illustrateurs postent un dessin par jour en fait, un dessin qui peut être spontané, qui peut être programmé par avance, au choix, c'est vraiment très libre. Et donc elle s'est lancée à ce moment-là en évoquant son vécu personnel de la maternité et finalement elle a vu que cela intéressait, que cela permettait à d'autres mères aussi de s'y retrouver, de partager leur propre vécu. Et donc elle a poursuivi, et notamment avec l'élaboration de ce livre qui reflète bien cette expérience d'Instagram. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous trouverez l'inspiration parmi ces 5 lectures qui m'ont vraiment beaucoup apporté, qui m'ont permis d'aborder un sujet que je n'avais pas encore abordé sur ma chaîne et que moi-même, il y a 5 ans de cela, je n'aurais pas forcément abordé spontanément puisque nous évoluons et que la question de la maternité n'était pas forcément dans mon centre d'attention. Et aujourd'hui, étant le cas, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir partager ma propre évolution avec vous aussi, ma propre évolution dans mon schéma de pensée, comme quoi moi j'envisage l'impossible, j'en suis plus à ce stade-là pour l'instant, mais chacune va pouvoir peut-être, chacune et chacun, se retrouver au travers de cette première touche, au travers de la parentalité. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la santé, puisqu'au mois d'avril, nous allons avoir la journée, il me semble, internationale de la santé. Et donc, nous aborderons une question de santé ensemble. Je vous souhaite de très belles lectures et puis n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner. À très bientôt. Ciao!